Normalement, c'est en route, je pense. Donc, bonjour à tous. Alors, on va aller un petit peu plus loin que l'histoire des prairies. On va également parler de la biodiversité des prairies, puisque c'est un petit peu mon thème. Moi, je suis le directeur du Conservatoire botanique de Normandie, qui a quelque chose qui a été créé au mois de juin 2023, rentré vraiment en activité au 1er janvier 2024. Donc, après une courte entracte, si on peut dire, je pourrais vous passer 3 ou 4 diapos pour vous expliquer ce que c'est le conservatoire, mais on va quand même, dans un premier temps, s'intéresser aux prairies. Avec l'herbe est-elle plus verte en Normandie? C'est une question qu'on peut se poser, et puis on va voir un petit peu si c'est vraiment le cas. Alors tout d'abord, les prairies. Dans un premier temps, on va essayer de savoir de quoi on parle, parce que c'est un terme qui n'est pas toujours bien défini dans l'esprit des gens, donc c'est savoir un petit peu de quoi il s'agit. Alors lorsque l'on prend une définition stricte, c'est quoi? C'est une étendue qui est couverte par des plantes, mais pas des plantes ligneuses, pas des arbres, pas des arbustes, mais des plantes herbacées, avec à peu près 100% du sol qui est occupé par ces plantes herbacées. C'est-à-dire qu'on va laisser de côté les pelouses calcicoles, par exemple, où le sol est souvent relativement ouvert. On est plutôt à entre 70 et 90% de recouvrement du sol. Et elles sont hautes, c'est-à-dire que en dehors des épis, si on laissait l'herbe pousser, on aurait 30 à 40 cm de hauteur, c'est-à-dire à peu près jusqu'en haut de la botte, alors que dans une pelouse calcicole, par exemple, on serait plutôt à 10-15 cm de hauteur. Donc on a à la fois quelque chose qui est plus productif, plus haut, plus refermé qu'une pelouse calcicole. Alors lorsqu'on s'intéresse aux prairies, il y a deux grands groupes de prairies. D'un côté, on a les prairies temporaires, c'est-à-dire des prairies qui sont semées avec très peu d'espèces, une, deux espèces souvent, du régras, du trèfle, mélange régras-trèfle, et qui vont vivre 3, 4, 5 ans, puis être remplacées par une culture, et au bout de quelques cycles de culture, on va ressemer une prairie. Et à côté de ça, on a des prairies qui vont rester beaucoup plus longtemps. On a ce qu'on va pouvoir appeler des prairies permanentes, c'est-à-dire qu'elles ont été semées depuis plus de 5 ans, elles ont commencé, l'agriculteur dirait, à se salir, nous on dirait à se diversifier. Et puis on a les prairies naturelles qui sont en place depuis beaucoup plus longtemps. Et lorsque l'on regarde cet encadré prairie permanente, prairie naturelle, et qu'on se demande où on en trouve en France, vous voyez que la Normandie est un des hotspots de la prairie en France, avec le Massif central. On va avoir également l'est de la France, avec à partir des Ardennes et qui descend vers la Lorraine, et puis autrement les grands massifs montagneux, avec quand même un artefact, c'est que ici, ce qu'on appelle les pelouses alpines sont également comptées sur cette carte. Donc il faudrait faire mentalement abstraction des sommets de montagne pour voir cette couverture de la prairie. Alors en 2020, c'était 10,3 millions d'hectares de prairies, ça fait 20% du territoire. On est à peu près, lorsqu'on s'intéresse à la forêt, on est à peu près sur un quart du territoire national, c'est-à-dire qu'il y a quasiment autant de prairies fixes dans le paysage qu'il y a de forêts finalement. C'est 36% de la surface agricole utile française, et donc c'est quelque chose qui est quand même non négligeable dans les paysages. Alors, on parle de prairies naturelles lorsqu'elles sont relativement vieilles, mais est-ce qu'elles sont vraiment naturelles? Alors si on remonte il y a quelques millénaires, il y avait des prairies naturelles. On va en retrouver les grandes steppes de Mongolie, on va retrouver également les grandes prairies du centre des États-Unis, qui sont des éléments naturels. Pourquoi? Parce qu'il y avait des grands mammifères, il y avait de l'auroch, il y avait de l'élan, il y avait du bison, et ces grands mammifères maintenaient des surfaces de prairies. Alors ça, c'est l'idée qu'on avait un peu initialement, à des grandes surfaces de prairies, mais en fait, on avait plutôt quelque chose qui ressemble à une savane africaine, sans doute historiquement, que des prairies. On ne devait pas avoir de véritables prairies avec ces grands herbivores, on ne devait pas avoir de véritables forêts. La forêt d'Astérix de Gaulois, c'est une construction mentale qu'on s'est faite en imaginant au XIXe siècle ce qu'on avait autour de nous. Il n'y avait plus de grands herbivores. Le dernier auroch européen, il a dû être tué en Pologne vers 1546 à peu près. Et en fait, on avait plutôt ça dans les paysages, que des forêts ou des prairies, maintenues à peu près de façon ouverte, parce que l'herbivore, en fait, il permettait de maintenir ce stade numéro 1 de façon relativement dense dans les paysages. Et si on retire les herbivores, on passe
du schéma d'en haut, petit a, au schéma petit b ici, avec un paysage qui se forme. Et là, on retrouve la forêt d'Astérix le Gaulois, alors qu'on avait des espaces qui étaient relativement ouverts. Mais une fois qu'on a retiré le grand herbivore, par pression de chasse, finalement, il n'y avait plus réellement de prairies naturelles au sens strict du terme, sauf en haute montagne. Pourquoi? Parce qu'en haute montagne, la période hors gel est trop longue pour que des arbres puissent croître, fructifier, fleurir d'abord, fructifier, se reproduire. Il n'y a que les herbacées qui peuvent le faire en 5 semaines, par exemple. En haute montagne, passé 2500 mètres d'altitude, aucun arbre n'a une saison de végétation suffisamment longue pour faire son cycle. Alors, à l'heure actuelle, vous commencez à revoir cette histoire de prairie naturelle avec ce qui s'appelle le rewilding ou le réensauvagement, avec l'exemple ici de la réserve des Monts d'Azur dans les Alpes-Maritimes, où une association qui s'occupe de réensauvagement a réintroduit des bisons et puis les laisse faire leur vie un peu comme ils l'entendent, mais c'est quelque chose de très très artefactuel. Alors si on dit qu'il n'y a pas de prairies naturelles finalement depuis quelques millénaires, quelle est l'histoire des prairies que l'on observe à l'heure actuelle dans nos paysages? Alors on peut remonter un petit peu en arrière et voici en gros ce qui se passait un petit peu à l'époque de l'arrière-grand-père d'Astérix peut-être, avec ici un exemple qui est pas normand mais breton, c'est sur la Rance, à Prouers-sur-Rance, mais ça reprend typiquement les fermes de cette époque-là. C'est une reconstruction d'après des fouilles. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Tout autour, on a ici une énorme zone qui est une zone inculte, défrichée pour avoir du bois de combustible, défrichée pour avoir du bois de charpente. Et c'est ce qu'on appelle le saltus, c'est-à-dire l'inculte, c'est-à-dire le sauvage, entre guillemets. Et l'herbivore était toute la journée au piquet ou gardienné dans cet espace. C'était des landes, c'était des marais, c'était pas de la prairie. Et il était ramené la nuit dans des enclos. Alors souvent c'était des enclos qui étaient faits de branches plessées, c'était pas un bocage. Et il était ramené pour être à l'abri des prédateurs, à l'abri des attaques. Et en fait, c'était des enclos qui étaient les jachères, c'est-à-dire les terrains qui avaient été cultivés, qui ne l'étaient plus. Et ça, c'était très pratique. Pourquoi? Parce que l'herbivore mangeait, on le ramenait, il faisait ses déjections dans cet enclos qui était en jachère. Et donc, il y avait un transfert de fertilité. Et l'agriculteur n'avait pas besoin de prairies, il avait tout ce qui était autour pour faire paître l'herbivore. Et donc, il y avait une rotation. Pendant 1 an ou 2 ans, la culture était là, puis après, elle passait là, et inversement. Mais pas de prairies. Et il fallait reconnaître que la plupart du temps, les labours étaient des labours qui étaient faits à bras. Il n'y avait pas vraiment besoin d'herbivores autres que pour avoir un peu de lait, avoir un petit peu, pas de viande puisqu'on chassait, mais avoir du lait par exemple. Au Moyen-Âge, les choses changent de façon très progressive. Pourquoi? Parce qu'on invente on perfectionne la charrue. On perfectionne la charrue. De fait, on a besoin de l'herbivore comme animal de trait. Mais comme on a besoin de l'herbivore comme animal de trait, on va à la fois ne pas le laisser dans l'inculte, on va essayer de le choyer, d'avoir une nourriture de meilleure qualité, et la prairie apparaît progressivement pour en fait être au service de la force de traction de la charrue que devient l'herbivore, mais également de la force de traction de la charrette, puisqu'on peut produire plus parce qu'on a des charrues perfectionnées. Donc si on produit plus, on peut distribuer la nourriture, on a besoin de plus de charrettes, on a besoin de plus d'herbivores, et l'animal devient vraiment un élément majeur de l'exploitation agricole, alors qu'il était un petit peu périphérique auparavant. Et lorsque l'on s'intéresse, alors désolé, c'est encore en Bretagne, le domaine de Cornouailles, c'est le sud-ouest du Finistère, on voit apparaître dans le paysage, dans cet inventaire de 1535-1550, mais c'est la même chose en Normandie, c'est la même chose dans le Maine, on voit apparaître des prés qui sont des systèmes fauchés,
et on voit apparaître des prairies qui sont des systèmes pâturés. Alors qui ne représentent pas une grande surface, hein, parce que sur 3671 hectares, on a 193 hectares de prés, 67 hectares de prairies, mais ça arrive quand même significativement dans les paysages. Et puis les parcs de terre chaude, hein, c'est ce qui reçoit encore les amendements provenant de tout ça. Et en fait, la prairie, où on va nourrir l'animal, elle va être très proche de l'exploitation agricole. Au contraire, le pré qui sert à la fauche, c'est pas nécessairement tout près de l'exploitation agricole. Et on a sur cette photo, hein, qui est assez récente, c'est une enclave forestière dans la forêt de Redon, mais c'est une photo qui est très explicite, c'est pour ça que je vous la propose ici. On voit typiquement comment était positionnée une petite exploitation agricole. Vous voyez la ferme, ici des terres labourées, ici des prairies qui alternaient au cours du temps, et là, la plus éloignée de l'exploitation agricole, on devine dans un petit système de bas-fond, on a le pré de fauche qui se trouve ici, un peu plus loin de l'exploitation agricole. Mais ce pré de fauche, comme il est éloigné, on ne va pas lui apporter les déjections qu'on peut récupérer dans les prairies de proximité. Il n'est jamais amendé, jamais fertilisé. Et ça crée quelque chose qui est reconnu comme très important actuellement par les botanistes ou par les naturalistes, qui est ce qu'on appelle la prairie maigre de fauche. Et la prairie maigre au sens pas grasse, au sens peu fertile. Et en fait, ces prairies maigres de fauche qu'on voit dans les paysages, elles sont issues de quasiment 500 ans de fauches répétées tous les ans, sans qu'il y ait aucun apport de nutriments. Et on arrive à des systèmes qui sont pauvres et par contre qui sont très intéressants en termes de biodiversité, avec ici une photo des confins de l'Orne, hein, c'est une prairie à fritillère-pintade, et ça c'est typiquement très diversifié en termes d'espèces fleuries, et également donc très diversifié et attractive pour les papillons, pour les criquets, les sauterelles, etc. C'est une prairie qui est, donc la prairie qu'on a là, c'est une prairie qui est ancienne, qui a peut-être plusieurs centaines d'années d'histoire, qui est extensive, elle n'est que fauchée de façon une fois par an, elle est pauvre en nutriments puisqu'on ne lui a jamais rapporté ce qu'on enlevait de par la fauche. Alors si on fait un petit zoom sur la Normandie, vous avez ici la Normandie à la fin du XVIIIe siècle. Alors, tout ça, c'est des illustrations de M. Brunet, hein, qui était géographe à l'université de Caen et qui a beaucoup travaillé sur l'histoire des paysages normands. Alors si on regarde la Normandie, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez beaucoup de verts, pas de bol, c'est pas de la prairie, c'est des rotations à longue jachère avec S, c'est du seigle, auquel on fait succéder de l'orge, auquel on fait succéder en P, non pas de la prairie, mais du sarrasin, autrement dit du blé noir. Ici, vous retrouvez P du sarrasin, S du seigle, A de l'avoine, c'était la rotation typique. Et si on se dit, mais où sont les prairies? Les prairies, elles sont en bleu et en mauve. En mauve, les prairies de marais, marais du Cotentin et du Bessin, avec les 5 vallées majeures de ce parc naturel régional, la vallée de la Dive, la vallée de la Seine, et en fait, en bleu, les pourtours du parc des marais des Cotentin et du Bessin, une petite partie du pays d'Auge, la vallée de la Touques, la vallée de la Rille, le pays de Bray. Et c'était à peu près la répartition de la prairie en cette fin du XVIIIe siècle. Donc quasiment pas de prairie en Normandie. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il s'est passé la révolution du chemin de fer. Et en fait, le chemin de fer, il a permis en fait de distribuer les productions majeures des différents territoires français à l'échelle nationale. Et il s'est trouvé que dans la plupart des secteurs, en tout cas si on s'intéresse aux 2/3 ouest de la Normandie, la concurrence avec la Beauce,
avec le pourtour de l'Île-de-France n'était pas vraiment au bénéfice de l'agriculteur normand en termes de production céréalière. Ça restait le cas de la plaine de Caen-Falaise, Argentan, ça restait le cas de la majeure partie du département de l'Eure et du Pays de Caux. Par contre, ici, ça coinçait. Et qu'est-ce qu'on pouvait faire? On s'est dit, on va pouvoir peut-être produire des produits laitiers et exporter ces produits laitiers vers les autres territoires qui, étant plus fertiles, vont pouvoir se concentrer sur la production céréalière. Et qu'est-ce qui est issu de ça? Il est issu le camembert, en fait apparition très récente, fin du 19e siècle. Il est issu d'autres fromages normands et il est issu la vache normande, qui est une vache qui est très récente dans l'évolution des races bovines. Et puis, vous voyez, on se retrouve avec les pôles herbagés, marais du Cotentin et du Bessin, vallée de la Dive, vallée de la Touques et ses affluents, ici l'estuaire de Seine, le pays de Bray, et puis ça s'étend au fur et à mesure, tout d'abord de façon très très timide, puis en 1920, vous avez, voyez, à peu près les 2/3 du département de la Manche qui sont couverts, le Calvados qui commence à se grignoter, le Pays d'Auge, le Lieuvin, et puis quasiment toute la partie ouest, hors Perche du département de l'Orne, sont couverts par la prairie. Et puis en 1960, c'est toute la Manche, quasiment toute l'Orne, les 2/3 du département du Calvados qui sont couverts. Et puis ici, ça s'étend de part et d'autre de la vallée de Seine jusqu'aux confins de la ville de Rouen. Et donc, c'est une question d'opportunité en fait de l'agriculteur. Il peut produire quelque chose qui correspond à la fertilité de ses sols, qui peut s'exporter facilement, soit sous forme de lait, soit sous forme de produits transformés. Et comment il a créé ces prairies? Parce qu'il n'y avait pas les grands semenciers. En fait, ils les ont produits avec les balayures des granges à foin. En fait, ils récupéraient toutes les graines tombées au sol et c'était ressemé. Alors ça, c'est une explication fondamentale pour comprendre la faible diversité des prairies normandes par rapport aux prairies de Lorraine, par exemple, ou par rapport aux prairies des zones basses du Massif central, qui sont des prairies beaucoup plus anciennes. C'est ici, on a des prairies qui ont entre 100 et 150 ans d'âge, d'histoire. Ça peut paraître beaucoup, mais ce n'est pas tant que ça à l'échelle d'un écosystème, et qui ont été finalement constituées à partir de graines qui résistaient à 1 an, 2 ans d'engrangement avant d'être ressemées et de retrouver un territoire. Alors ce qui est fondamental de comprendre, c'est que finalement, cette prairie, elle s'est constituée au fur et à mesure que la jachère disparaissait, puisque le train permettait également d'apporter des fertilisants minéraux. Elle progressait au fur et à mesure que les landes en massif armoricain, que les fourrés en bassin parisien disparaissaient. Et elle est devenue un écosystème de substitution pour la biodiversité. Alors, la biodiversité qui était chassée des terrains qui disparaissaient, comme les jachères par exemple, elle s'est retrouvée, quand on parle de biodiversité animale, elle s'est retrouvée dans les prairies. Et les prairies, en plus, se sont développées, puisqu'il fallait gardiner le bétail, du développement du bocage. Le bocage, il a exactement suivi, dans les territoires où il y en a, la même progression en un siècle, 1850-1950, avec un maximum de bocage en 1950, avant le plan Marshall en quelque sorte, en Normandie. Et donc on a un binôme qui s'est constitué au fur et à mesure du temps. Quelques petites cartes pour voir ça. Alors ici, vous êtes à Sainte-Mère-l'Église, célèbre pour les débarquements, 1754. Vous voyez ici des grandes parcelles avec des lignes vertes sur fond vert, ce sont des prairies. Et puis sur fond jaune, vous avez ici des parcelles avec plein de petits traits pointillés qui sont les limites cadastrales. Ça, ce sont les cultures. Et vous voyez que les cultures n'étaient pas du tout entourées de bocage, parce que ça ne servait à rien, alors que les prairies étaient entourées de bocage parce qu'il fallait contenir l'animal.
Et là, ces parcelles en lanière, elles proviennent de quoi? Elles proviennent de l'histoire également de l'agriculture, c'est que les premières charrues qui ont été faites, elles renvoyaient la terre d'un seul côté. Donc vous arriviez au bout de la parcelle, si vous faisiez demi-tour, le sillon que vous aviez creusé, vous le re-remplissiez, c'est vachement pratique. On peut faire ça comme les shaddocks plein de fois, mais ça devient un peu gênant quand c'est notre travail. Et ce qui fait qu'ils essaient d'avoir les parcelles les plus longues possibles pour être obligés de faire le moins de demi-tour possible. Et quand il y avait un héritage, ils partageaient les parcelles, non pas de sorte à avoir des parcelles trapues, mais en fait dans le sens de la plus grande longueur. Et donc ça, c'est ce paysage typique du XVIIIe siècle. Et lorsqu'on regarde le même territoire en 1955, il n'y a plus de culture, il n'y a plus ces parcelles en lanière, il y a quasiment partout des prairies et partout du bocage. 1955, maximum du bocage dans le département de la Manche. Et ici, qu'est-ce que vous voyez apparaître? Quelque chose qui n'existait pas au XVIIIe siècle, avec un vert beaucoup plus profond, c'est ce qu'on appelle le complantage, ce sont les vergers. Pourquoi? Parce que les vergers, ils avaient fortement régressé, parce que en fait, l'agriculteur produisait ce qu'il buvait. Mais grâce au train, on peut aussi exporter le cidre. Et là, ça devient drôlement intéressant parce qu'il y a des débouchés sur Paris. On a exactement la même histoire dans le Pays d'Auge. Drubeck, 1754. Quasiment pas de bocage, quasiment que du labour. Alors, le Pays d'Auge, avec son bocage, ses prairies, ici, ça ressemble au Lieuvin, mais cultivé. Sans bocage, sans prairie. Vous descendez, 1830, pareil, toujours. Il commence à avoir un petit peu de prairie dans les terres les plus médiocres et autour des maisons, mais autrement des très grandes étendues cultivées, vous voyez, très grande surface. 1954, il n'y a plus le jaune ou quasiment plus de jaune de prairie, tout est vert et autrement, il y a des vergers. Et donc en fait, le paysage de prairie de la Normandie, il a exactement la même histoire que les forêts de Gascogne dans le sud-ouest, forêt des Landes, création de Napoléon III, c'est à peu près la même époque, la forêt de Sologne, création de Napoléon III, et la prairie normande, création contemporaine du chemin de fer. Indirect, soit, mais donc on est dans une prairie qui est récente, la prairie naturelle, et sa clôture historique qu'est le bocage, c'est le relais de tout ce qui avait disparu du fait de la fertilisation, du défrichement du 19e pour la biodiversité. Et en fait, cette prairie, elle devient actuellement très culturelle en Normandie, alors que finalement c'est une culture récente, au sens culture intellectuelle. Et par contre, elle est fondamentale parce qu'elle a recueilli l'essentiel de la biodiversité qui disparaissait, plutôt qui était un petit peu attaquée dans les paysages agricoles. Alors ce qui est rigolo, c'est que dans les années 1870, vous aviez des grands penseurs normands qui étaient devenus parisiens et qui râlaient contre la destruction des paysages normands qui devenaient verts uniformes et avec ces haies bocagères qui faisaient disparaître tous les beaux points de vue que l'on pouvait avoir. Et bon, on oublie vite, la mémoire est assez versatile. Alors la biodiversité des prairies maintenant. Cette biodiversité des prairies, on va tout d'abord parler de ce qui domine les prairies, ce qu'on appelle le fond floristique. Alors le fond floristique, c'est les graminées, ce qu'on appelle en langage scientifique les poacées. Alors ça paraît tout bête une graminée, mais vous l'avez peut-être jamais regardé de très très près, parce que même la partie verte, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'appareil végétatif des graminées, c'est une construction qui est extrêmement intelligente dans l'évolution de la biodiversité, de l'évolution de la vie. C'est quoi la partie verte des graminées? C'est une tige qu'on appelle le chaume, et puis c'est une feuille. Mais si vous tirez sur la feuille, vous allez la voir qu'elle ne se détache pas du chaume. Vous la tirez et vous vous apercevez qu'il y a une partie qui vient entourer la tige comme une botte qu'on appelle la gaine. Vous avez la partie bien verte qu'on appelle le limbe. Et entre les deux, bien souvent, vous avez une petite membrane blanchâtre, voire transparente, que l'on appelle la ligule. Cette ligule, elle permet quoi? S'il pleut, l'eau va ruisseler le long du limbe comme sur un caouet, par exemple.
Et puis là, elle va rencontrer quoi? Elle va rencontrer la ligule qui va jouer un rôle de gouttière, qui va évacuer l'eau, ce qui fait que l'eau ne va jamais s'infiltrer entre la tige et la feuille, où elle pourrait provoquer de la stagnation, des risques de développement de champignons, dans les maladies, etc. Donc c'est très intelligemment conçu, si on peut dire, une graminée. Vous allez peut-être les regarder d'un autre côté. Et puis, bien souvent, ça va avoir des systèmes soit souterrains, soit à la surface du sol, derrière des tiges rampantes ou des racines qui vont pouvoir se réenraciner. On va parler quelquefois de talage également, lorsque ça reste très au bord de la touffe initiale. Et non seulement ça peut se reproduire par graines, mais ça se multiplie également par reproduction végétative, par réitération. Et les graminées, en fait, c'est quelque chose qui est très diversifié si on s'intéresse aux fleurs de graminées. Là, ça, vous vous baladez à quelques mètres ou quelques kilomètres autour de la maison du parc, vous allez trouver cette diversité de formes de fleurs, en fait, ou d'inflorescences. Des choses très compactes, avec ici les étamines qui apparaissent, des choses avec des grandes arêtes qui donnent quelque chose de très élégant, des inflorescences très diffuses, avec quelquefois des caractéristiques un peu bizarres, comme ici des épis qui sont très aplatis, qui font globuleux. Et en fait, ça c'est ce qu'on appelle la grande brise. Alors les botanistes étaient très très misogynes. La grande brise, lorsqu'il y a du vent, elle s'agite, ce qui fait qu'il y a des graminées, des botanistes qui appelaient ça la langue de femme. Le moins de courant d'air les faisait s'agiter. Bon. Les nouveaux botanistes ne disent plus ça, et parce qu'en fait, tout le monde est aussi pipelet ou pipelette les uns que les autres, il n'y a aucun problème. Et vous voyez qu'en fait, il y a une grande diversité en fait, de fleurs, de graminées. Et quand on pense qu'on va chercher des graminées quelquefois pour fleurir les jardins à l'autre bout du monde, zut, on a tout ce qu'il nous faut chez nous, à la limite, pourquoi s'embêter, aller dans la jardinerie, acheter très cher des petits trucs qui font des gros pompons, alors qu'on a quelque chose de tout aussi élégant, pour peu qu'on s'intéresse aux bords de route ou qu'on s'intéresse aux prairies. Et les fleurs, en fait, est-ce que les graminées font des fleurs? En fait, elles ne font pas des fleurs, elles font des inflorescences. Si vous prenez ici cette graminée, cette avoine, et que vous regardez un petit peu de plus près, en fait, qu'est-ce que c'est que cette partie qui est là? Est-ce que tout ça, c'est une fleur? Est-ce que cette partie-là est une fleur? En fait, ni l'un ni l'autre. Où se situe la fleur? Il faut ouvrir cet élément-là. Et puis, en fait, à l'intérieur, on voit apparaître une et deux fleurs fertiles à l'intérieur, avec ici les petites étamines. En fait, les graminées, c'est quelque chose qui est extrêmement simplifié en termes de fleurs, avec de nombreuses fleurs qui sont regroupées. Et en fait, elles se reproduisent essentiellement par dissémination du pollen par le vent. Il n'y a pas besoin d'attirer d'insectes, donc elles n'ont pas des pétales colorés, elles n'ont pas des formes très développées. C'est quelque chose qui est très caractéristique. Alors ça, on appelle, ce petit regroupement de fleurs, ici, on appelle ça un épillet. C'est-à-dire un petit épi, en quelque sorte, très simplifié. Alors ça, les graminées, on les retrouve dans toutes les prairies. Et pour peu qu'on aille dans les prairies très humides ou dans les prairies très sèches, on va trouver une autre famille qui lui ressemble beaucoup, sauf que la tige tend à devenir triangulaire, sauf que l'inflorescence est encore plus simple dans sa forme que l'inflorescence des graminées. C'est ce qu'on appelle les cypéracées, la famille des carex. Alors Michel Provost, qui a fait la flore de Basse-Normandie, il a toujours l'habitude de dire que c'est une famille très complexe et que les cypéracées ont cypéracées. Ce n'est pas de moi, c'est de Michel. Et donc, vous voyez, typiquement, ici, une zone humide telle qu'on pourrait la voir dans le Marais Vernier ou dans d'autres parties de l'estuaire des boucles de la Seine, on a l'impression de voir des graminées. Ce ne sont pas des graminées, ce sont des cypéracées qui ont la particularité d'être un petit peu coupantes en plus par rapport aux graminées.
Alors, voilà quelques zooms sur les inflorescences de ces cypéracées. Et vous voyez que également on va trouver une grande diversité d'inflorescences, certaines qui ressemblent à des étoiles, comme la lèche étoilée, et puis d'autres qui vont avoir des épis de morphologie tout à fait différente. En fait, là également, la nature fait curieusement les choses. Vous avez des épis mâles au sommet, des épis femelles en bas. Et une séparation chez beaucoup de carex, des fleurs mâles et des fleurs femelles, une espèce de ségrégation. Alors que ces deux-ci qui sont très homogènes à regarder, il y a un mélange de fleurs mâles et de fleurs femelles sur tous les épis. C'est un caractère fondamental de distinction des différentes espèces de cypéracées. Qu'est-ce qu'on va trouver autrement dans les prairies? On va trouver toujours très commune dans les prairies ce qu'on appelle des légumineuses ou fabacées. C'est une famille qui est fondamentale dans les prairies. Pourquoi? Parce que cette famille des légumineuses, dans laquelle on va retrouver le petit pois, on va retrouver le haricot vert, on va retrouver la fève dans les plantes potagères, elle a la caractéristique, en s'associant avec des bactéries, de fixer l'azote atmosphérique. Et donc d'aller chercher l'azote dans l'air et finalement de l'utiliser, de le rétrocéder à la plante. Et lorsque en fait la plante entre en sénescence, il y a des feuilles qui meurent, lorsque les bactéries meurent également, finalement cet azote qui vient de l'atmosphère va se retrouver dans le sol. Donc c'est une fertilisation en fait indirecte qui se produit. Alors on retrouve quoi? On trouve le trèfle blanc, vous trouvez dans beaucoup de prairies, le trèfle des prés, vous trouvez dans beaucoup de prairies, le trèfle jaune, alors lui le trèfle jaune il est beaucoup moins fréquent. On va retrouver le trèfle porte-fraise dans les prairies également normandes. Vous voyez, on dirait vraiment une petite fraise ou une petite mûre rouge. Le trèfle étalé avec des fleurs très très écartées. Et le trèfle de Micheli, alors c'est quelques-uns des trèfles qu'on peut trouver en Normandie, mais c'est quelque chose qui est très fréquent. Et on va trouver également de la luzerne. Alors la luzerne, ça ressemble beaucoup au trèfle, sauf que les feuilles sont dentées ou échancrées au sommet. Alors ici, c'est la luzerne tachetée, vous voyez, parce qu'elle a une tache au milieu de chaque feuille. Et les luzernes, en fait, si vous regardez un trèfle en fruits, ça fait comme des petites gousses de haricots verts, les unes contre les autres, mais tout à fait droites. Alors que les luzernes, ça vous fait une gousse, mais en spirale et épineuse. Donc, lorsque vous voyez ça en fruits, il n'y a pas de doute, c'est une luzerne qui a ce type de fruit très très particulier. Et puis, vous avez d'autres plantes qu'on va trouver de façon très peu commune, comme par exemple l'agesse des marais, qui en fait est particulièrement abondante dans les prairies du parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin, mais qui est quasiment cantonnée en Normandie à ce secteur-là. Et donc, vous voyez, à une fleur mauve, une plante qui va être très gracile, qui va se développer en s'aidant des autres, parce qu'elle est très fragile en termes de structure. Et puis, lorsque on regarde une prairie, finalement, il y a plein d'autres espèces communes. On retrouve ici notre trèfle rouge, on retrouve de la reine marguerite, on va trouver du lion-dent qui fleurit jaune, celle qui est là. On va retrouver de la renoncule qui fleurit jaune également, de la renoncule bouton d'or. On va retrouver de l'achillée millefeuille. On va retrouver de la carotte. On va retrouver en fait quelque chose qui est... Et puis ici, par exemple, de la petite oseille. Ça, c'est une fleur des fleurs de petite oseille que vous voyez là. Donc beaucoup de choses finalement. Lorsque vous regardez une prairie normande classique, sur 10 mètres carrés, vous avez 20-25 espèces, pour peu que vous soyez dans une prairie naturelle. 20-25 espèces sur 10 mètres carrés, 20-25 espèces dans la parcelle, parce que c'est quand même assez souvent redondant dans l'espace. Alors justement, la reine marguerite. Avez-vous déjà regardé une reine marguerite de près ou une matricaire? Vous dites, oh la belle fleur. En fait, ce n'est pas une belle fleur, vous avez sous les yeux une centaine de belles fleurs.
En effet, ici, alors ça c'est une camomille, parce que c'est le seul schéma à peu près explicatif joli que j'ai trouvé. Vous avez l'impression que tout ça c'est une fleur. Eh bien non. Chaque languette blanche est une fleur et chaque point jaune est une fleur. Et si vous regardez ça avec une loupe, ben vous apercevrez que chaque point jaune, en fait, vous voyez, c'est une fleur en miniature, une toute petite fleur. Et en fait, comment voulez-vous qu'un insecte soit attiré par un tout petit truc comme ça, qui fait peut-être un demi-millimètre de diamètre, 4 mm de hauteur, ou alors il faut avoir des yeux de lynx, hein, ce qui pour un insecte est compliqué, parce que les yeux, dans ce cas-là, sont plus gros que l'insecte. Mais bon. Eh bien, vous vous regroupez, l'union fait la force. Et quand vous vous regroupez à plusieurs dizaines, plusieurs centaines de tout petits, vous devenez très gros, vous devenez visible, et de fait, vous devenez attractif pour les insectes. Alors c'est une évolution très bizarre hein, qu'a eu cette famille, hein, qu'on appelle la famille des composés ou la famille des astéracées. Alors, les espèces qu'on a vues là sont des espèces qui sont relativement fréquentes dans les milieux prairiaux, mais on a d'autres choses qui sont beaucoup plus intéressantes en termes d'espèces. Alors, où on va les trouver, ces choses qui sont beaucoup plus intéressantes? Alors là, on va faire un tout petit peu d'écologie théorique. Ça fait peur, mais vous verrez, ce n'est pas si compliqué que ça. Lorsque l'on regarde en fait en termes de biodiversité, agriculture intensive, champ de betterave, tous les produits qu'il faut pour que la betterave pousse bien, la diversité est nulle. Vous avez une prairie avec plein d'espèces, vous la laissez 10 ans se démerder toute seule. Qu'est-ce qui se passe? Concurrence entre les espèces pour la lumière, votre diversité, elle s'effondre. En fait, le maximum de diversité, vous la trouvez où? Vous la trouvez dans les milieux où la pression de l'agriculteur n'est pas nulle et où la pression de l'agriculteur n'est pas trop forte non plus, c'est-à-dire dans les milieux intermédiaires. Autrement dit, dans les systèmes traditionnels, c'est-à-dire où l'agriculteur va venir faucher, par exemple, une fois par an, mais pas 4, parce que s'il fauche 4 fois par an, il faut supporter d'être coupé 4 fois, d'avoir le temps de se régénérer en quelque sorte. Et toutes les espèces ne peuvent pas supporter d'être coupées 4 fois dans l'année. Une fois, il y en a beaucoup plus. Et puis, également, là où on ne met pas trop d'animaux, finalement, au même moment, où il n'y a pas une pression de pâturage trop forte. Et puis, d'un autre côté, si on regarde ce qu'on appelle les contraintes du milieu. Les contraintes du milieu, ça peut être l'eau. Trop d'eau, pas assez d'eau. Trop d'azote, pas assez d'azote. Bah, si vous avez, en fait, pas assez d'eau, pas assez d'azote, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe? Bah, vous allez avoir comment dire, des contraintes qui sont très fortes, vous allez avoir très peu de diversité, parce que pas beaucoup d'espèces sont capables d'être présentes. Si au contraire, vous avez beaucoup d'azote, tout ce qu'il faut en eau, qu'est-ce qui se passe? Bah, vous allez entrer vous allez avoir des compétitions entre les espèces. C'est un petit peu comme dans les grandes vallées technologiques américaines. Il y a toutes les ressources financières qui arrivent, et là, on va commencer à se tabasser pour être le seul Musk du coin. Il ne faudrait pas qu'il y ait quand même 18 Musk, parce que c'est pas crédible, quoi, si on peut. Donc là où vous avez peu de contraintes, les compétiteurs arrivent. Trop de contraintes, pas beaucoup peuvent vivre. Donc là, en fait, où vous allez avoir le maximum de biodiversité, c'est-à-dire là où il y a un petit peu de contraintes, mais pas trop. Et donc, au bilan, pas trop de pression de l'agriculteur, pas trop de contraintes du milieu, autrement dire contraintes moyennes, c'est là où on a le maximum de biodiversité. C'est-à-dire dans les milieux qui sont ni trop pauvres, ni trop riches, ni trop secs, pas extrêmement secs, ni extrêmement humides, c'est dans une vaste moyenne qu'on va trouver le maximum de biodiversité. Et ensuite, il y a une autre chose qui va intervenir, c'est le type de gestion. Si vous fauchez, tout le monde est ramené au même stade quasiment à quelques minutes de différence. Vous n'avez pas de mosaïque qui s'exprime. Imaginez, vous êtes un petit papillon tranquille en train de voler, on sort des espèces végétales. Vous voyez la barre de coupe qui arrive, tout va bien.
30 secondes après, tout va mal. Vous êtes un petit papillon qui vole, il y a Nénès le taureau qui arrive, tout va bien. 3 heures après, Nénès le taureau est là, tout va bien. En fait, la brutalité de la gestion est également un facteur qui va permettre l'expression ou non de la biodiversité. Et puis l'herbivore, dans la mesure où il n'est pas trop nombreux, qu'est-ce qu'il fait? Il mange un petit peu là et dit « Ah, ben là-bas, ça a l'air chouette. Tiens, je vais faire 20 mètres, je vais aller, ah, ben je vais manger là. » Et puis il y a des zones qui sont plus pâturées que d'autres, des zones qui sont plus délaissées que d'autres. Vous créez une mosaïque de pression de l'herbivore égale une mosaïque de hauteur. Et vous créez en fait ce qu'on va appeler des niches ou des habitats différents pour la faune, des niches ou des habitats différents pour les petites espèces végétales. Et ça vous permet vraiment un maximum de diversité. Et donc, où va-t-on trouver de la diversité en prairie? Dans les prairies extensives, avec des contraintes de milieu moyennes et pâturées. C'est un peu caricatural peut-être, il y a toujours des exceptions, mais en gros, c'est là que l'on trouve le maximum de diversité. Et qu'est-ce qu'on va trouver dans les prairies normandes qui correspondent à cette définition? On va pouvoir trouver des orchidées. Alors, les orchidées, c'est une famille qui est assez emblématique des prairies, notamment. Il y en a ailleurs que dans les prairies, mais on va pouvoir les trouver. Alors, si on va dans les prairies qui sont humides, mais qui ne sont pas inondées en permanence, ce qu'on va appeler les bas marais, c'est-à-dire qui vont être inondés en hiver avec une zone d'exondation plus de 6 mois de l'année, même si le sol reste humide, on va pouvoir trouver une variété d'orchidées. L'orchis négligé, l'orchis incarnata, l'orchis à fleurs lâches, l'épipactis des marais, protégé en Haute-Normandie. On va pouvoir trouver le malaxis des tourbières, protégé à l'échelle nationale. On va pouvoir trouver le liparis de l'Oiseul, qui est également protégé à l'échelle nationale. Alors ces orchidées, elles sont présentes dans ces milieux-là, qui sont des milieux où il n'y a pas trop de nourriture sans qu'ils soient totalement dépourvus en nourriture, parce que les orchidées s'associent avec des champignons et qui leur permettent notamment d'acquérir un élément qui est très compliqué à acquérir dans les sols, qui est le phosphore, entre autres. Et puis, à côté de ces orchidées, on va pouvoir retrouver, alors qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi, un petit problème d'animation. On va pouvoir trouver tout un tas d'autres espèces. Alors, tout à l'heure, on était dans le côté alcalin, c'est-à-dire des pH autour de 7. Ici, si on est en milieu acide, on va retrouver des choses qui sont très intéressantes, comme la potentie des marais, et puis des végétations comme ça, avec ce qu'on appelle en français de la cotonnière ou de la linaigrette. On dirait de loin du coton, avec notamment la linaigrette vaginée qui est protégée en ex-Basse et en ex-Haute-Normandie. La nartessie des marais qui ressemble un peu de loin à un millepertuis en termes de couleur jaune en tout cas, mais qui est de la même famille que le lys par exemple. La nartessie bris-hausse, protégée en Basse-Normandie. On va pouvoir trouver encore une orchidée, un orchis maculé. Et si on va au contraire dans les milieux secs, c'est-à-dire on ne va pas aller dans l'intermédiaire qui va être une espèce d'optimum, on va aller dans le un petit peu trop humide ou le un petit peu trop sec. On va trouver l'orchis pyramidal qu'on voit assez souvent en bord de route, l'orchis bouc très particulier. Alors l'orchis bouc avec une très très grande grappe de fleurs, avec vous voyez, cette languette qui s'en va. Alors certains disent « Ah bah oui, c'est pour ça qu'on l'appelle l'orchis bouc, parce qu'il a une barbichette ». Je vous recommande d'aller le sentir en prenant une grande inspiration et vous allez comprendre pourquoi on l'appelle l'orchis bouc. Si un jour vous voulez que vous êtes enrhumé et que vous faites un bouquet à votre dulciné, attendez que le rhume soit fini. Sinon, au mois de juin, en bord de route, vous pouvez avoir un accident, c'est faire un bouquet de cette espèce-là. Et je crois que, bon, pour le rendez-vous, c'est mal barré. L'ophrys abeille, l'ophrys bourdon, ça, ce sont des choses très intéressantes. Et en fait, là, ici, deux petites photos pour illustrer ces pelouses calcicoles qui actuellement sont souvent gérées au titre de réserve parce que ça intéresse plus trop l'agriculteur, parce que ce n'est pas assez productif. Pour nous,
naturaliste, c'est intéressant parce que pas assez productif, du coup, beaucoup de biodiversité, mais l'agriculteur s'y intéresse plus. Mais auparavant, en fait, avant vraiment que le chemin de fer se développe, quand il y avait encore de la culture un petit peu partout dans les paysages normands, ben, les seuls endroits où on avait intérêt à mettre de l'herbivore, c'était dans ces endroits-là, parce que c'était les moins productifs du paysage, on ne pouvait pas trop les cultiver. Et de fait, bah, vous voyez, par un Cuesta du pays de Bray, grand troupeau de moutons hein, qui fréquentaient ces pelouses calcicoles. Et ici, la côte Sainte-Catherine à Rouen, hein, photo de carte postale de la fin du 19e, bah, il avait des vaches. Il y avait des vaches avec un agriculteur qui était avec ses vaches. Hein. Alors pour ceux qui ont fréquenté l'université de Rouen, hein, c'est issu notamment des travaux de Dutoit. Vous avez dû voir ça peut-être en cours pour ceux qui ont fréquenté là-dessus. Alors, hop, je reviens un petit peu en arrière. Ça, c'était la biodiversité. Mais bon, les prairies, elles sont rien sans l'agriculteur. Et à quoi elles servent ces prairies? Ben, on peut bien se poser la question. Elles sont liées à l'agriculture. Elles apportent en fait ce que l'on appelle des services. Alors maintenant, c'est la grande mode depuis une vingtaine d'années, c'est de ne pas regarder un écosystème pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il apporte à l'homme. C'est une vision un petit peu américaine des choses. Hein. Ce sont les États-Unis qui ont inventé les services écosystémiques. C'est parce que tout doit être au service de l'homme. C'est logique, hein? Ou pas d'ailleurs. Mais bon, les prairies rendent des services. Soit. Alors les services, les prairies fournissent du fourrage. Alors on dit, bah, le gars, il vient nous faire une conférence, il n'a pas inventé l'eau chaude. Les prairies, elles fournissent du fourrage. Par contre, quelque chose qu'on n'a peut-être pas, qu'on n'imagine pas, c'est on s'est tellement concentré sur la valeur du mélange raigrats-trèfle dans l'agriculture depuis les années 50, 60, qu'on a oublié qu'une prairie diversifiée, c'était également une prairie qui était tout à fait capable de nourrir un herbivore sans qu'on ait à se faire de cheveux blancs. On va commencer par cette figure qui est là. C'est quoi? En gros, c'est une étude qui a été faite sur le parc des Marais du Cotentin et du Bessin. Ça a été développé un petit peu partout après, hein, notamment ici également sur le territoire du parc par Thomas Boulanger lorsqu'il est passé par ici, à moi qui l'ai fait au niveau du Marais Vernier. Vous avez quoi ici? C'est ce qu'on appelle la densité énergétique du fourrage. Alors ça va de 0 à 1,4 sur le graphique. Alors on dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire de ces chiffres-là? Ben, vous avez ici des traits qui vous indiquent, le trait rouge, c'est la densité énergétique du fourrage qu'il faut pour une vache de type normande pour produire 35 kg de lait en moyenne par jour. Et ici, vous avez quoi? Vous avez un rectangle en pointillé qui vous explique quelle est la densité énergétique du fourrage qu'il faut pour qu'une génisse ait un gain de poids quotidien de 800 grammes, 0,8 kg par jour de gain de poids. Et en fait, vous avez ici différentes prairies sur des marais du parc des Marais du Cotentin et du Bessin, prises à la fois au mois de mai, au mois d'octobre, au mois de juillet pour la barre intermédiaire, problème d'affichage. Et vous voyez que certaines prairies, que l'on soit au mois de mai, que l'on soit au mois de juillet ou au mois d'octobre, peuvent tout à fait apporter ce qu'il faut comme énergie au travers du fourrage pour produire 35 kg de lait. D'autres le sont uniquement au printemps. Et ici, bah, vous ne pouvez plus produire 35 kg de lait. Soit. Mais quelle que soit la prairie, vous pouvez avoir un gain de poids de l'herbivore en croissance qui n'est pas du tout négligeable par rapport à ce qu'on peut avoir dans des prairies qui ne sont jamais fertilisées. Et le seul obstacle que l'on peut avoir finalement, c'est la distance à l'exploitation, au siège d'exploitation. Et donc des problèmes d'accès à la prairie. Mais en dehors de ça, bah, même des prairies de marais diversifiées. Alors évidemment, vous n'allez pas atteindre 45 kg de lait avec des pisseuses de lait, comme l'aurait dit l'autre, qui faisait des émissions à la...
ça c'est avoir passé, atteindre quasiment 60 ans, ça commence à déconner. Et en fait, ça veut dire qu'une agriculture semi-intensive peut tout à fait profiter des prairies, de marais, sans se faire de cheveux blancs. Et en plus, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est que parmi ces espèces de prairies diversifiées, vous avez des espèces comme le plantain, qui sont très riches en tanins anti-helminthiques, bien-être animal. Vous avez des espèces comme ici, la famille des ombellifères, beaucoup de terpènes. Le terpène, ça ne va pas servir à l'animal, mais ça donne du goût. Ça donne du goût aux produits laitiers. Et par exemple, ce qui fait qu'un Cantal a du goût ou n'a pas de goût, c'est la proportion de cette famille que vous avez dans le bol alimentaire de l'animal. Il y a eu des études qui ont été faites en Auvergne, il y a des études qui ont été faites pour la production de comté également, qui ont montré cette importance des terpènes dans le goût des fromages. Et puis, en gros, la diversité, il y a des études qui ont été... J'aimerais bien vous poser une question. Si oui, oui, aucun problème. Est-ce que j'ai bien compris? Vous avez dit que c'est des prairies jamais fertilisées? Très peu fertilisées, oui. Mais si les vaches trottent dessus, ça fertilise quand même? Ah oui, ça fertilise, mais jamais fertilisé en apport d'engrais minéraux, quoi. Ah d'accord, ok. Ouais. Et ouais. Non, pas de problème. Et on s'est rendu compte, en fait, des études qui ont été faites par des gens qui s'intéressent plus aux moutons, notamment des études de Meuret, qui est basée sur Avignon, INRA d'Avignon. Il s'est rendu compte, en fait, que plus la mosaïque d'espèces dans un endroit, un animal pâture est importante, plus l'animal mange. Parce que plus il a envie de manger. La diversité est source d'appétit, finalement. C'est-à-dire que vous n'avez qu'à penser vous-même, vous bouffez tous les jours des petits pois carottes, votre ration va être modérée. Mais vous avez petits pois carottes, baba au rhum, trou normand, et après vous avez le plateau de fromage qui arrive, vous allez prendre de tout et vous allez prendre 2 fois plus de quantité de nourriture, 2 fois plus de poids aussi accessoirement. Mais en fait, la diversité suscite l'appétit, y compris chez l'herbivore. Donc ça, c'est quelque chose que l'on peut retenir. Alors, à côté de ça, autre service, alors il faut mettre des services partout, à part le fourrage, qu'apportent les prairies. Ben, en gros, c'est la biodiversité. Si on regarde en fait où se trouvent les espèces rares et menacées actuellement, insuffisamment protégées, c'est un petit graphique très spécifique, 25% d'entre elles en France se trouvent dans ce qui est de type prairie finalement, plus 9% dans les tourbières et marais. Ça fait quand même un bon tiers des espèces rares et menacées qui sont présentes là-dedans. Alors, quels sont les atouts des prairies intermédiaires? Elles sont intermédiaires en termes d'intensité, les prairies naturelles. Elles ont souvent un certain âge qui leur permettent, plus on est âgé, plus on a d'espèces qui arrivent. Elles ont une diversité de milieux. Ces pâturages va créer des micro-milieux à tout un tas d'espèces animales et végétales. Et en fait, lorsqu'on le regarde à l'échelle d'une commune, il y a une diversité d'usages. Il y a tel agriculteur qui va faucher au 15 juin. Alors on va dire à l'agriculteur, « Ah, c'est pas bien, tu fauches trop tôt. » C'est pas grave, il y en a d'autres qui vont faucher au 25 juin, d'autres qui vont faucher au 10 juillet. Mais la prairie qui a été fauchée trop tôt dans l'esprit du botaniste au 15 juin, elle va être très rase, elle va permettre l'accueil de certains oiseaux qui vont venir chasser les vers de terre ou autre chose, ou les grenouilles. Elle va permettre, la prairie plus haute à côté va accueillir peut-être la même espèce mais pour un autre usage ou une autre espèce. En fait, c'est cette diversité d'usages. Il ne faut pas penser que prairie à l'échelle de la prairie, il faut penser prairie à l'échelle du paysage. C'est la diversité des usages à l'échelle du paysage qui se passe, qui produit le maximum de choses. Si vous gérez toutes les prairies, par exemple, pour le courlis cendré, vous allez en avoir du courlis cendré. Mais il y a tout un tas d'autres oiseaux que vous n'aurez plus. Il faut vraiment penser diversité des usages. Et à côté de ça, les marais,
eux, vont apporter encore un peu plus d'intérêt parce que gérés de façon décalée, parce que les marais vont, en fait, en raison de l'inondation, tout le cycle va être décalé par rapport aux prairies hors marais. Donc vous allez avoir quelque chose qui va être décalé dans le temps, donc des usages décalés et donc des refuges au fur et à mesure de la progression des saisons pour la faune. Et là, vous avez une cigogne qui est en train de chasser de la grenouille. Alors ça, c'est rigolo, hein, on peut parler de la cigogne. En fait, les cigognes sont revenues quand même très tardivement en Normandie. Mais en fait, il se trouve que les populations n'aiment pas l'arrivée de la nouveauté. Où vous soyez, la nouveauté, ça ne plaît pas. C'est la nouveauté. Et en fait, dans une réunion, alors ce n'était pas dans ce parc, c'était celui des marais du Cotentin et du Bessin, il y avait eu un groupe d'agriculteurs qui avait dit « Mais qu'est-ce que c'est que ces cigognes qui viennent manger nos grenouilles ?» Alors on dit « Tiens, oh la vache, il y en a tant que ça qui s'intéressent aux grenouilles !» En fait, non, c'était la peur de l'arrivée de ce nouvel oiseau, hein, il y a une quinzaine d'années, qui n'était plus présent dans les pays-là. Il revient. Il n'y a pas que le loup qui fait peur, il y a aussi la cigogne. Alors maintenant, la cigogne est parfaitement adoptée, mais on va arriver à la cigogne noire. Ouh là, c'est mauvais, parce que la cigogne noire, elle va chasser notre cigogne blanche. Attention. Hein. Mais bon. Alors ça, ce n'était pas un agriculteur qui l'a dit, c'est un chasseur qui me l'a dit, c'est qu'il était vachement content d'avoir des cigognes blanches, et puis là, merde, la cigogne noire qui arrive, ça peut un petit peu embêter les choses. Alors, en fait, quand on parle de biodiversité, en fait, il faut vraiment penser d'une façon très globale au niveau des prairies. Et en fait, il y a une chose qui est surtout à éviter, lorsque l'on est, alors je ne vais pas dire agriculteur, par exemple gestion du milieu naturel, c'est le culte du propre. Avoir quelque chose qui paraît très très homogène comme ça. Alors vous avez exactement les mêmes espèces dans ces différents stades. Ici, vous voyez, très rasé par un pâturage assez massif. Ici, plus de pâturage. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Plus de pâturage, plus d'accueil pour la bécassine des marais. Elle ne peut pas nicher là-dedans. Trop de pâturage, la bécassine des marais, elle ne peut plus se planquer. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est de l'intermédiaire. Et donc en fait, l'intermédiaire, c'est toujours l'optimum pour la biodiversité. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien toujours avoir en tête. Alors, autre service que rendent les prairies, c'est la séquestration du carbone. Alors ça, c'est très à la mode. Atténuation du changement climatique, séquestration du carbone. Et quelque chose qu'on n'a pas du tout en tête, c'est qu'une prairie, au niveau du sol, ça stocke exactement autant qu'une forêt. La prairie, c'est avec ces herbes, ces graminées qui ont une durée de vie relativement courte pour ce qui est des feuilles. Il y a de la litière qui vient au sol. Observez quelquefois une vache manger. Alors, il y en a beaucoup qui n'observent pas les vaches manger. Vous savez comment ça mange une vache? Est-ce que ça a des dents pour bien couper l'herbe? Non. Une vache, ça mange en enroulant l'herbe avec sa langue et en arrachant l'herbe. Essayez de faire ça et vous allez voir que vous allez beaucoup perdre. En fait, dans ce qu'arrache une vache, vous avez à peu près un tiers qui retombe au sol. Mais ça retombe au sol, mais c'est coupé. Et du coup, si ça retombe au sol, qu'est-ce que ça fait? Ça meurt, ça rentre en sénescence et ça vient refaire de la matière organique au sol. En fait, la prairie, hein, c'est une génératrice de matière organique pour le sol avec un profond renouvellement de la matière organique du sol. Et lorsqu'on dit il faut planter les prairies avec des arbres, c'est une catastrophe. Parce que quand vous plantez, qu'est-ce que vous faites? Vous préparez le sol. Lorsque vous préparez le sol, qu'est-ce que vous faites? Vous oxygénez le sol. Vous oxygénez, donc vous boostez les micro-organismes du sol qui vont se mettre à décomposer la matière organique. Et on a calculé que lorsqu'on labourait une prairie naturelle ancienne pour labourer, pour mettre des arbres par derrière, il fallait 50 ans de croissance d'arbres pour récupérer le carbone qu'on avait bouffé, entre guillemets, par la minéralisation de la matière organique, par les bactéries qui étaient activées.
Donc c'est vraiment quelque chose qui est très très important. Et cette herbe qui arrive à la surface du sol, cette matière organique qui se décompose, elle va être prise en charge par les vers de terre, dont la famille des lombrics. Et les lombrics, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher de la matière organique en surface, ils l'amènent en profondeur. Ils vont rechercher de la matière organique en surface, ils l'amènent en profondeur. On estime que le travail des lombrics en prairie, sur 3 ans, c'est l'équivalent d'un retournement complet de la prairie. Mais ça se fait très progressivement. Ça aère, ça envoie la matière organique en profondeur. Et c'est quelque chose qui est très très important, hein, ces lombrics. Et lorsqu'on imagine le poids de lombric, vous regardez une prairie, il faut imaginer que sur une prairie normande, vous êtes à peu près à 3 tonnes, 4 tonnes de vers de terre à l'hectare. Marcel Boucher, hein, qui était enseignant à Rouen, a trouvé un record dans les prairies une prairie du Pin au Haras. Il est arrivé à plus de 10 tonnes de vers de terre à l'hectare. Vous regardez votre prairie, vous avez des vaches dessus, vous avez plus de viande sous forme de vers de terre que sous forme de vache. Donc ça vous explique, hein, le travail que font ces vers de terre en prairie, hein, pour incorporer la matière organique au sol et avoir cet effet-là. Et pour peu que vous soyez en marais, le marais s'inonde et pendant toute la période d'inondation, la matière vous n'avez plus d'oxygène, donc les bactéries du sol ne travaillent plus et cette matière organique est encore plus conservée et plus abondante, hein, dans les sols de prairies de marais. Et ça, sont des stocks, hein, très importants. La prairie normande, hein, ou plutôt la Normandie, a un formidable atout à l'échelle nationale à revendiquer en termes de stock de carbone. On a d'énormes stocks de carbone. Par exemple, le marais Vernier, c'est un énorme stock de carbone. Les marais du Cotentin et du Bessin, c'est un énorme stock de carbone, etc. Et en fait, si on regarde où se trouvent les sols avec le plus de matière organique en France, à l'exception ici des monts d'Arrée et des montagnes noires dans l'ouest de la Bretagne, où vous avez les grands massifs de landes en Bretagne, donc c'est plutôt les milieux naturels qui font ça, ben vous voyez qu'il y a les zones les plus foncées, avec du orange, avec du rouge, ben c'est quand même spatialement assez bien corrélé avec la répartition des prairies. Et on voit donc que les prairies sont, ou plutôt les plus forts stocks de carbone au sol, en moyenne en France, sont superposés aux prairies naturelles. Et c'est quelque chose qui n'est pas du tout négligeable. Bon, ça, je vais... Alors, en fait, hein, c'est une autre façon de voir les prairies, c'est-à-dire ces services écosystémiques rendus par les prairies. On peut se dire, bah, donner une note à chaque prairie en termes de stock de carbone, en termes de diversité animale, de diversité végétale, regarder l'ensemble des espèces qui forment ce qu'on appelle un habitat, donner une note de productivité, une note de qualité fourragère. Est-ce que ça donne, ça bénéficie à il n'y a pas que la productivité, il y a également la santé de l'animal, la qualité des produits laitiers et carnés, le fait que les prairies créent un paysage qui soit attractif pour les populations locales et les touristes. Et là-dessus, vous regardez donc les qualités de la prairie et vous regardez ce qui supporte cette fleur en fait de service. Ici, vous regardez si la prairie est facile à exploiter. Plus elle est facile à exploiter, plus vous donnez une bonne note. Plus elle est difficile à exploiter, plus vous allez vers le 1. Et là, ça vous indique que tous les services qu'apporte la prairie, c'est fragile. Pourquoi? Parce que c'est difficile à exploiter par l'agriculteur. Et si l'agriculteur, on ne lui donne pas un coup de pouce, c'est la première parcelle qu'il va abandonner dans sa surface cadastrale, par exemple. Alors, il y a pas mal d'études qui sont faites comme ça, qui commencent à être faites, avec, par exemple, là, ici, sur un marais, une carte qui vous indique les parcelles, leur facilité d'exploitation, la biodiversité végétale, ce que ça donne en termes donc de qualité d'habitat pour la faune et la flore, le stock de carbone dans le sol, la productivité fourragère, la qualité fourragère. On peut très bien regarder les prairies sur tous ces aspects-là.
Et en fait, comme on le verra plus tard, se dire l'agriculteur qui a une prairie de bonne qualité pour lui en termes de qualité fourragère, de productivité fourragère, qui est facile à utiliser, on n'a pas trop de doute sur le futur de la prairie. Là, par contre, où on a une prairie qui apporte beaucoup de choses et qui est difficile à gérer, on dit là, c'est peut-être là qu'il va falloir aller voir l'agriculteur et puis discuter avec lui sur ses difficultés d'exploitation et dans un monde idéal, se dire, vous voyez tout ce que la prairie apporte, nous on veut vous continuer, donc on va voir comment on va vous faciliter la vie. Alors c'est un monde un petit peu idéal, mais c'est des choses qui commencent à arriver et on va en parler un tout petit peu après. Alors les prairies d'aujourd'hui et de demain. Alors les prairies, en fait, ça devient quoi? Les prairies ici, 1862, ça c'est les prairies en pourcentage de la surface agricole utile en France. Prairies permanentes, prairies artificielles et temporaires, en tout 25% en 1862. On arrive en 1970, c'est le pic de la prairie en France, 50% de la surface agricole utile française était en prairie. On arrive en 2019, on tombe ici à 40%. Et dans ces 40%, il y a environ 30% de prairies permanentes. Donc on voit que ça commence à s'éroder. Ça, c'est une moyenne française. Lorsque l'on regarde ce qui se passe à l'échelle des différentes régions, prairies permanentes productives, jusqu'à 70% de la surface agricole utile dans certains territoires de Normandie, dont le département de la Manche, l'est du Calvados en 1970, c'est-à-dire Pays d'Auge et puis les confins du Lieuvin. Ça se maintient en 1979. Aujourd'hui, on est en dessous de 50% dans ces territoires-là. Et donc, on a, vous voyez, le bleu qui s'atténue progressivement, et y compris en Normandie. Donc, on est dans une disparition, tout le monde l'a constaté, progressive, une érosion des prairies. Alors, cette érosion des prairies, elle est en fait constatée dans un certain nombre de pays. Vous avez ici en rose la France, vous observez la même chose aux Pays-Bas, alors que d'autres pays comme ici le Royaume-Uni en turquoise, lui, maintient sa surface en prairie. Et en gros, en fait, ça c'est lié à la fois à l'agriculture qui se transforme, mais pas que. Si on regarde ce qui a été détruit par l'artificialisation des territoires, c'est-à-dire l'urbanisation, les routes, les voies de chemin de fer, tous des trucs de ce type-là, vous voyez que si on prend toutes les surfaces en France entre 1990 et 2018, dans la moitié des cas, c'est une prairie qui est passée à la trappe. Donc, il n'y a pas que le monde agricole qui se transforme, il y a également, en fait, c'est tout con, les terres labourées ont plus de valeur que les terres agricoles. Vous avez une rocade à faire, oh ben non, on ne va pas passer dans les champs de blé, on va passer dans les prairies, ça coûte moins cher. En gros, en termes de compensation après à l'agriculteur. On va dire, bon, allez, 7000 hectares la prairie, alors que la parcelle de blé productive, ça va être plus cher à dédommager, en quelque sorte, quoi. Et en fait, ce qui s'est passé dernièrement, c'est que, en fait, la politique agricole communautaire s'est un petit peu émue à l'échelle globale de l'Europe de l'érosion des prairies. Et en fait, il a été fixé, ça a été très long à mettre en œuvre, l'idée qu'on n'allait pas pouvoir faire disparaître plus de 5% des prairies par rapport à une année de référence qui était 2019. Et arrivé à l'automne 2023,
il s'est avéré qu'en Normandie, il y avait eu 7,4% des prairies qui avaient disparu depuis 2019. Et là, la PAC disait, en gros, on ne peut pas aller au-delà de 5%, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ressemer une partie des prairies qui ont disparu. Alors, pas chez les jeunes installés, parce qu'il y a un régime un peu dérogatoire, mais ailleurs. Il fallait trouver ailleurs. Et en fait, vous avez vu les mouvements d'humeur justifiés en partie qui ont eu lieu l'an dernier. Et là, on s'est dit, oh là, si on oblige à replanter des prairies, alors on s'est dit, le ministère en charge de l'agriculture s'est dit, il va falloir qu'on trouve une solution. Et en fait, ils ont trouvé la solution, ils se sont dit, oui, on a détruit les prairies, mais il y a moins de vaches. Donc, on va corriger le ratio de référence de 2019 par l'érosion du cheptel bovin. Et en fait, donc, on a retourné 7,4% des prairies, mais corrigé par la diminution du troupeau bovin en Normandie. Pouf, pouf, on refait des calculs, on sort les calculatrices. Ah ben non, il y a moins de 1% des prairies, après correction, qui ont disparu. Donc, on peut continuer à retourner des prairies. Mais si vous avez moins de prairies, vous allez avoir moins de support pour les vaches. Donc, vous allez diminuer le cheptel bovin, qui va permettre de corriger la tendance à l'érosion des prairies. Donc, vous pourrez retourner encore des prairies. Et donc, il y aura moins de vaches. Et en fait, on est en train d'arriver dans une spirale un petit peu sans fin. Et en fait, rien, alors que c'est peut-être pas interdire le retournement des prairies qu'il faut faire. Vous interdisez quelque chose, mais c'est débile d'interdire quelque chose. Il faut faire en sorte, en fait, qu'il n'y ait pas de retournement des prairies. Mais comment faire pour qu'il n'y ait pas de retournement des prairies? Il faut rendre la prairie attractive, finalement. Et que les agriculteurs qui ont une exploitation tournée vers l'herbe aient un moyen de vivre qui soit à la hauteur du travail qui est fourni par cet agriculteur. Et en fait, c'est quelque chose qui va se mettre progressivement en place. Alors ça, je mettrai un feu rouge, l'interdiction des retournements des prairies, on tape systématiquement. C'est pas donner des claques à un gamin qui l'empêche de faire des bêtises. C'est pareil, c'est pas dire à l'agriculteur attention, on va avoir des risques de pénalité parce que ça n'a aucun sens. Moi, quand on me dit attention parce que nanana, il faudrait mieux que tu manges moins de sucre. On met d'une pipe, j'en mets un deuxième dans mon café, quoi. Voilà, quoi. Mesures agro-environnementales, ça c'était éventuellement un début. Mais les mesures agro-environnementales, en fait, au début, elles sont arrivées, elles étaient distribuées sur l'ensemble du territoire. Vous avez ce qui s'appelait la prime herbagère agro-environnementale. Tous les agriculteurs avec des prairies, à une époque, pouvaient bénéficier de MAE, qui n'étaient pas très rémunératrices, mais tout le monde y avait le droit. Alors, ce qui en met dedans, c'est quand tout le monde a le droit à quelque chose, tout le monde a envie d'en profiter. Donc, merde, ça coûte cher. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On dit, les MAE, on va les concentrer sur des territoires qui sont importants, en termes de biodiversité, en termes de qualité d'eau, etc., etc. Mais c'est oublier tout le reste du territoire, en fait. Et ça, c'est un petit peu embêtant. Et puis, maintenant, vous avez quelque chose qui rentre de plus en plus dans les têtes, c'est les services rendus par les prairies. Tout ce qu'on a vu, vous avez dit, une vision très anthropocentrique que moi, j'aime pas. Mais finalement, c'est se dire, d'accord, mais ce que fait une prairie, ça vaut quoi? Ça vaut quoi? En fait, il a été se dire, on prend une prairie, alors pas une prairie de marais comme celle que vous avez dans le parc, une prairie classique. Pour une prairie, vous allez trouver dans le pays de Bray, sur les endroits les moins diversifiés du pays de Bray. Le stockage du carbone, le prix qu'il faudrait mettre pour
garder ce stock de carbone moyennant des actions technologiques, 320 € par hectare et par an. Séquestration du carbone, c'est le nouveau carbone qui arrive, 35 € par hectare. Et ça, c'est des chiffres qui datent de 2009. Donc depuis, ça a grossi. L'épuration de l'eau par les prairies, si on transformait une prairie en champ cultivé, par hectare transformé, il faudrait payer 90 € de plus pour la qualité de l'eau. La pollinisation, parce que les prairies, en fait, elles attirent des pollinisateurs qui après vont participer à la pollinisation du colza. À peu près la moitié de la pollinisation du colza, c'est les insectes, l'autre moitié, c'est le vent. Les arbres fruitiers, ce sont que les insectes. La qualité du paysage, qui fait qu'un touriste vient, parce que le paysage, il le trouve joli grâce aux prairies. À peu près 60 € de l'hectare de prairies. C'est des économistes qui ont mesuré ça. La chasse, si on voulait, en gros, le chasseur qui ne pourrait plus aller, qui ne trouverait plus de gibier, en gros, pour qu'il ait son loisir, avec des lâchers de bestiaux dans des reproduits en fait en élevage, et puis on les relâche systématiquement, tout serait relâché, hein, les lapins, les lièvres, tout ça, et pas que le faisan, 35 € par hectare de prairie. Et vous arrivez quand même au total où, à minima, vous êtes à 600 € par hectare de prairie. Mais là-dedans, ils n'avaient pas réussi à calculer à l'origine l'érosion des sols, comme on le peut trouver un peu partout dans le pays de Caux. La régulation du débit des eaux, c'est-à-dire la capacité à ralentir les inondations. Le côté promenade, le côté randonnée. Et en fait, l'idée, c'est qu'on serait plutôt près de, en 2009, de 800 € de l'hectare, et peut-être actuellement beaucoup plus. Alors, partant de là, il commence à avoir des réflexions, alors qui ne sont pas nécessairement menées par les pouvoirs publics, mais il y a également des entreprises qui sont le plus souvent soit liées à l'agroalimentaire, soit liées à l'eau, comme Volvic par exemple, qui commencent à se dire, mais ce que je réussis à produire, derrière, il y a une image. Vous regardez une bouteille de Volvic, dessus, ce n'est pas un champ de blé qu'il y a. Le problème, c'est que s'il n'y a plus de prairie, je ne pourrai plus mettre mon étiquette de Volvic comme ça, parce que ce sera plus réel. Je dis, et puis, ma qualité de l'eau que je prends dans la source, elle est liée aussi à ce qu'il y a comme agriculture au-dessus de la source. Je vais commencer, alors pas avec des sommes comme ça, mais je vais commencer à aller voir les agriculteurs. Bon, vous maintenez vos prairies, vous ne mettez pas trop de fertilisants, je sors ma calculatrice. Moi, j'estime qu'à terme, ça me permet d'économiser tant d'euros. Ça m'apporte tant d'euros de publicité. Ça m'apporte tant d'euros de valorisation sociétale de mon entreprise. Et clac, 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 ils font l'addition et ils commencent à imaginer rémunérer l'agriculteur pour les services que l'agriculteur rend. Alors pour ce qui est de la Normandie, par exemple, vous avez la société Montblanc qui commence à réfléchir à cela, et vous avez d'autres entreprises qui sont profondément liées à une appellation d'origine protégée qui commencent également à penser à ça. Et en fait, l'avenir de la prairie, ça va être de se dire, on est une civilisation qui devient de plus en plus urbaine, mais qui reste très profondément liée à la qualité de l'environnement qui se passe à l'extérieur de la ville. La qualité de l'eau que l'on boit, la qualité de l'air que l'on respire, le fait d'avoir un climat qui reste à peu près stable, le fait que quand on sort de la ville, on dit finalement, c'est con, je devrais habiter à la campagne parce que c'est joli. Et puis au bout de 2 heures, on se dit mais merde, il n'y a pas de ciné. Bon d'accord, on retourne en ville, mais tous ces services qui sont rendus, on commence à se dire que peut-être que l'agriculteur faudrait arrêter de penser qu'il doit se démerder tout seul et peut-être lui dire, comme on prend un péage autoroutier, pourquoi on n'aurait pas alors ce ne serait pas le citoyen, mais ça serait l'industriel, un
péage en quelque sorte du paysage et de ce qui est produit en fait grâce à ce paysage. Bon, c'est un petit peu utopique, mais en tout cas, il y en a certains qui vont vers là, à l'heure actuelle. Donc voilà un petit peu la volonté, hein, c'était de faire cette histoire, montrer que la prairie, c'était quelque chose de récent, montrer en quoi elle était intéressante, uniquement en passant par les plantes, parce que je suis beaucoup moins doué côté animal, et puis dire que cette prairie qui apporte tellement de choses, elle est en train de vivre un moment un petit peu difficile. Après tout, elle est née d'un moment difficile de restructuration de l'agriculture. De quel droit on peut empêcher l'agriculture de se retransformer? À la limite, les gens râlaient contre l'arrivée de la prairie. De quel droit on râlerait contre la disparition de la prairie? Sauf que la prairie, elle apporte plein de choses, donc on y trouve un intérêt. Mais si on y trouve un intérêt, on va bien payer pour regarder un film. Pourquoi on n'irait pas payer pour regarder une prairie? Alors, pas nous, mais la société, en quelque sorte. Donc, c'est aller vers cette idée un petit peu de rémunération qui est de plus en plus dans l'esprit de pas mal de gens. Voilà.